Merci beaucoup, docteur. Merci de nous avoir reçus dans votre lieu de travail, ici à l'Institut africain de management, IAM. D'abord, qu'est-ce que la famille? Donc, la famille, au sens sociologique du terme, c'est la cellule de base de la société. Donc, la famille, c'est d'abord le fondement de la société. Ça veut dire, dans la culture, la société, même du point de vue religieux, la famille consacrée par le mariage est le cadre à travers lequel se passe la reproduction sociale. Donc, c'est à partir de la famille qu'on perpétue la société. C'est la règle qui est acceptée, la norme comportementale. Bon, on peut voir d'autres formes ou d'autres modèles familiales de reproduction, le concubinage et tout ça. Mais la famille, en quelque sorte, on peut dire ça, c'est la cellule de base de la société. Donc, c'est vraiment le fondement de la société. Donc, la constitution de la famille se fait à travers l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, c'est quand on parle de l'homme et de la femme dans la constitution de la famille, c'est le mariage. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le cadre légal, moral et socialement accepté à travers lequel on peut même accepter les relations sexuelles. Donc, c'est en quelque sorte, c'est pour faciliter la reproduction de l'espace et la transmission des valeurs et des normes comportementales. Aujourd'hui, la famille est en crise. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette fracture? Bon, les crises, c'est souvent notre modèle sociétal qui est un peu secoué, quoi. Par exemple, avec les mutations, les changements sociaux, c'est normal aussi qu'on parle un peu de crise dans la famille. Ça veut dire la famille telle que pensée à l'époque, c'était un modèle où, d'abord, non seulement pour au-delà de la reproduction sociale et tout, mais c'était un lieu de façonnage de l'être humain. On façonne l'individu à travers la famille. Donc, quand on dit façonnage, ça veut dire que c'est la socialisation, le moyen à partir duquel on transmet des valeurs, des normes, des façons d'agir, de se comporter à l'individu. Donc, la socialisation, c'est important parce qu'on pense que l'individu, en venant au monde, n'est pas un être humain, c'est un être naturel. Donc, notre humanité, notre sociabilité, c'est la société. Donc, c'est à travers la socialisation qui est un processus durant lequel on inculque des normes comportementales, des valeurs, des façons de faire à l'enfant. Et au fur et à mesure, de façon graduelle, qui permet Et puis, le but de la socialisation, c'est de faciliter l'intégration de l'individu dans la société pour être une personne normale. Donc, c'est ça, c'est la famille qui assure ça. Mais la famille n'est pas la seule instance socialisatrice. Il y a l'école, les groupes de pères, etc., les daras, tout ça. Mais à la base, c'est la famille. Donc, c'est ce rôle, ce modèle familial que nous avons à travers ce que nous partageons, la sématique collective qui se transmet à travers la famille. Donc, c'est ce modèle-là qui est un peu secoué par les changements, la mondialisation, le multiculturalisme, tout ça. Donc, c'est pourquoi, de temps en temps, on voit que le contrôle social, le contrôle parental qu'exerçait la famille de plus en plus se dessert à cause des événements, des changements. Et c'est ça qui est à l'origine souvent des problèmes que nous rencontrons avec la famille. Est-ce qu'on peut dire actuellement, vu la société, on peut dire que certains parents ont démissionné? Oui, pas démissionné. Démissionné, ça veut dire que quand on dit que, étymologiquement, quand on parle de politique, on dit que c'est la gestion de la cité. Mais sociologiquement, la gestion de la cité, ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir. Un père de famille participe à la gestion de la famille. Par exemple, quand tu éduques tes enfants, tu les encadres, tu fais de bons produits pour la société, ils vont contribuer au développement de la société. Donc, ce père de famille-là participe à la contribution, au devenir, à la construction de la société. Donc, c'est important, c'est ce qu'il fait. Le fait d'éduquer ces enfants-là, c'est participer à la construction de la société. Donc, ça, c'est vraiment assez important. Les parents, c'est ça leur rôle, la parentabilité, le rôle des parents envers leurs enfants. Peut-on dire qu'avec les familles monoparentales, les familles réunifiées, et celles où, pour une raison ou une autre, père et mère ne vivent pas ensemble, que la famille est en difficulté? Oui, parce que le problème, c'est que les familles, l'individu a besoin de références, de repères, quoi. La famille, c'est le père, la mère. C'est des références identitaires importantes pour l'enfant. D'accord, l'affection, l'encadrement, tout ça. Un papa est aussi bien la mère que le papa, c'est des êtres qui sont importants pour l'enfant dans sa socialisation, dans son encadrement, dans son éducation et tout. Une famille les familles monoparentales, souvent la cause c'est les divorces.
Donc les divorces qui fait que soit la femme se retrouve seule avec ses enfants, ou bien des fois des cas rares où c'est le père qui se retrouve avec ses enfants et les études. Forcément, il y a des choses qui manquent. Donc c'est une complémentarité, ce que la femme devait faire, l'homme devait faire, donc tout ça. Donc il arrive que par exemple, dans les familles monoparentales, la femme travaille ou l'homme travaille, des fois les enfants sont à l'école, à la crèche, donc il y a des choses qui manquent, qui fait que ça se répercute sur le comportement des enfants. Donc forcément, il y a des problèmes nous, en Afrique ou au Sénégal, dans les familles élargies, il y a toujours des personnes pour compenser, la tante, la badiane, etc. Donc ça, c'est important. Donc les familles monoparentales rencontrent souvent énormément de difficultés parce que ça manque quelque chose. Et ça peut être aussi, ça peut répercuter aussi sur le plan économique. Par exemple, si c'est le papa qui n'est pas là, c'est la maman qui se débrouille, tout ça. Donc ça peut impacter sur l'éducation des enfants, l'école, etc. Donc, et pour le cas des familles réunifiées? Le cas des familles réunifiées, ça veut dire aussi, ça pose... Si par exemple, un homme et une femme se remarient, chacun a des enfants, les enfants sont ensemble. Donc le fait de la gestion de ces enfants-là qui n'ont pas le même père, la même mère, peut poser problème. Comment la femme va gérer ses enfants qui ne sont pas ses enfants biologiques aussi, ça peut poser problème, de même du côté de l'homme. Souvent, les problèmes se situent à ce niveau, comment les gens arrivent à harmoniser tout ça. Donc, c'est ça qui fait que souvent, les familles réunifiées posent problème. Ces problèmes-là, c'est souvent la gestion des enfants. Et puis, bon, pour le cas du Sénégal, souvent, les problèmes peuvent être beaucoup plus graves avec l'immixtion des parents, etc. Donc, par exemple, quand un enfant est quelque part, il a un neveu, une tante, etc. Donc, tout ça, leur implication aussi peut compliquer la chose. C'est la famille élargie quand même. Ça peut compliquer la chose. Donc, quelles souffrances les enfants endurent-ils à cause de l'évolution de la famille moderne? Les souffrances avec les enfants. Souvent, c'est que des fois, l'enfant, dès le bas âge, a plus besoin d'affection. L'absence du père ou de la mère, ça peut impacter aussi sur le comportement de l'enfant. Par exemple, quand la femme travaille ou le père travaille, l'enfant très tôt à 1 mois, 2 mois et à la crèche, tout ça, ça peut impacter sur son comportement. Donc, et puis le fait que de tout temps, les gens sont dans un environnement concurrentiel, compétitif, on est à la recherche de biens matériels. Donc, vous quittez la maison très tôt, vous rentrez le soir, vous n'avez pas le temps de s'occuper de vos enfants. Tout ça aussi peut impacter sur la relation père-enfant, etc. Et puis, du point de vue des sentiments, tout ça, ça peut affecter aussi l'enfant. Est-ce que l'évolution de la famille moderne peut être un impact sur ça? L'évolution de la famille, par exemple, ici à Dakar, les gens vivent souvent dans des appartements, donc c'est des couples, c'est entre nous. Donc les problèmes se règlent entre nous. C'est différent de la famille élargie où tout le monde est impliqué dans la gestion des problèmes. Donc là, vous avez des tampons, des amortisseurs, des gens qui peuvent venir suppléer et aider à la résolution des crises. Mais quand vous êtes seul, c'est beaucoup plus compliqué. Donc la famille mondiale, on peut le penser comme un modèle où les gens pensent qu'on tend vers ce modèle-là. Et plus en plus, quand on tend vers un modèle qu'on a idéalisé et puis on oublie ce qui était à l'origine de la famille sénégalaise, africaine, tout ça. Donc, docteur, quel est le secret du bonheur familial? Bon, le bonheur, c'est le bonheur au sens étymologique, comme le disent certains, même les philosophes, ça veut dire... Comme l'a dit même Kant, le bonheur, on l'a idéalisé, mais ça n'existe pas, quoi. C'est pas quelque chose qui existe. Le bonheur, c'est être dans la joie continuelle. C'est quelque chose qui n'existe pas, la vie à ses hauts et ses bas, quoi. Mais ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui peut assurer la pérennité de la famille? Donc, ça veut dire, pour le Sénégal, nous avons notre propre modèle, notre modèle culturel et tout. Le modèle culturel, ça nous offre ce qu'on appelle un répertoire identique, un ensemble d'éléments, de croyances, d'idées, de valeurs que nous partageons et qui permet même d'identifier qui nous donne une identité et qui nous singularise dans le monde. Donc ça, c'est important.
Donc, quand on fait la construction de la famille, ça doit partir de ce répertoire identique que nous partageons ensemble. Et c'est ça qui peut permettre aux gens de se retrouver. Par exemple, quand tu te maries avec une fille, avec qui vous partagez le même répertoire identique, l'ensemble de ce qu'on appelle, ce qui provient de la sémantique collective, la conscience collective. L'entente est facile, ça se passe très vite. Mais si vous vous mariez avec un Chinois et quelqu'un avec qui vous ne partagez pas le même répertoire, vous êtes ensemble, mais il faut du temps pour s'adapter, se comprendre, etc. Mais avec la mondialisation, l'ouverture de plus en plus, on est en train de faire du mimétisme, de copier ce qui se passe ailleurs. Et souvent, c'est ça qui est à l'origine des problèmes que nous rencontrons. Effectivement. Dernière question, docteur. Une famille heureuse est un havre de sécurité. Donc, quel genre de difficultés les familles peuvent-elles rencontrer? Donc, une famille heureuse, ça veut dire que moi, je préfère une famille où il y a l'entente, quoi. Les gens s'entendent. Quand les gens s'entendent, ça veut dire qu'il y a une complémentarité, il y a une complicité. Et puis, il y a une tolérance mutuelle. Effectivement. Une tolérance, quoi. Parce que tout n'est pas parfait dans une relation de couple. Il y a des situations de conflictualité, mais les gens, quand il y a cette compréhension mutuelle, cette tolérance mutuelle, ça permet de maintenir les liens. Ça peut garantir la durabilité de la famille. Et ça, c'est important. Donc, c'est ça qui peut assurer ce que tu dis, famille heureuse, une durabilité de la famille. Ça, c'est important. Les choses maintenant qui peuvent menacer cette entente, cette vie, la famille, c'est surtout des choses, le fait que, par exemple, comme l'a dit Émile Durkheim, dans la vie d'une manière générale, les besoins sont toujours supérieurs aux moyens. Et l'écart entre les besoins et les moyens crée souvent le stress, la déprime, etc. Donc souvent, on est dans cette situation. Dans une relation de couple, la vie familiale. Donc c'est important que les gens aussi vivent en fonction de leurs moyens, c'est important actuellement. Ce que vous voyez à Dakar, par exemple, un mariage où le gars donne 10 millions, 20 millions, 30 millions, et au bout de 1 mois, 2 mois, ce mariage vole en éclats. C'est parce que souvent, ce qu'on nous montre, l'apparent, ce n'est pas ça la vraie réalité. D'accord. Donc, peut-être la femme qui entre dans cette relation exprime beaucoup d'attentes. Et quand il voit que les attentes ne sont pas... C'est pas ça, quoi, par rapport à ce qu'il se faisait de ce mariage, tout ça. C'est ça. Ça veut dire plus vous montrez que vous avez les moyens, plus les attentes sont élevées. Et le jour où vous n'arrivez pas à satisfaire toutes ces attentes-là, c'est à partir de ce moment-là que les problèmes vont commencer à surgir. Et ça, c'est un peu le matérialisme, quoi. Les gens qui mettent l'accent sur le matériel, etc., l'argent. Et souvent, c'est ça qui, actuellement, les mariages modernes qui posent problème. Tout ce qu'on fait organise. Il faut un budget pour le mariage actuellement. Et ça, souvent, ça pose problème. Donc, ça pose les gens à entrer dans des trucs qui, pour avoir de l'argent, donc, on vous nomme, vous êtes dans une banque ou quelque part, vous détournez pour pouvoir satisfaire un besoin social que vous considérez primordial. Et parce que, tout simplement, vous voulez répondre à des attentes. Et souvent, c'est ça qui pose problème, ce modèle-là. Par exemple, il y a... le anytime, tout ça, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui entraîne une sorte de mimétisme. Les gens pensent qu'il faut se comporter, c'est le conformisme social, tout le monde le fait, on doit le faire. Et c'est souvent ça qui pose problème, quoi. On laisse de côté ce qu'on avait l'habitude de faire et qui vraiment pouvait assurer la pérennité de la famille pour entrer dans des choses nouvelles qui, sans lendemain, qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est souvent ça qui est à l'origine des problèmes que nous rencontrons actuellement. Docteur, votre dernier mot? Donc, merci pour cette interview et merci de te revoir. Ça fait longtemps. Et je vous souhaite bonne continuation. Ok, merci beaucoup, docteur.